Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois d'être nombreux à ces rencontres des achats responsables de la métropole de Lyon, organisées dans le cadre du SPAR, le schéma de promotion des achats responsables. Depuis le 26 mai, date de notre première émission, vous êtes déjà plus de 700 à vous être intéressés au SPAR et à y avoir contribué d'une manière ou d'une autre. Bienvenue à cette quatrième émission dédiée à la filière déchets et nettoiement sur le thème quelle coopération économique entre collectivités, acteurs historiques et acteurs de l'économie circulaire et solidaire pour une gestion plus durable. Nous conservons pour aujourd'hui le format frugal des émissions. Nous souhaitions pouvoir réunir à la fois des entreprises, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des organisations, des associations, et puis aussi des représentants des collectivités. Nous voulions le faire avec une économie de moyens puisque nous parlons des achats responsables et dans les conditions qui sont imposées par la Covid. Donc vous nous voyez là sans masque, mais nous sommes soit testés, soit protégés, et autour de nous, toute l'équipe qui est avec nous sur la préparation et l'organisation est évidemment protégée. Nous espérons que vous passerez avec nous un moment à la fois agréable et intéressant. Aujourd'hui dans le studio, alors nous aurons les objectifs du SPAR et les principales données des marchés de déchets et nettoiement par M. Michel Soulas, directeur général adjoint à la métropole de Lyon. Bonjour à tous. Nous aurons les ambitions de la métropole pour la filière déchets nettoiement avec Madame Isabelle Petiot, vice-présidente en charge de la réduction et du traitement des déchets et de la propreté. Bonjour à toutes et à tous. Et à distance, nous aurons également le témoignage de M. Simon Mirouz, directeur adjoint du groupe Envie Rhône-Alpes. Nous aurons 2 temps durant cette émission pour répondre à vos principales questions, questions que vous aurez posées dans le fil de conversation. Ce fil de conversation, il est en haut à droite de votre écran, donc vous pouvez évidemment commencer à réagir. Pour en savoir plus sur le SPAR, tout de suite en vidéo, le mot d'introduction, le message du président de la métropole de Lyon, M. Bruno Bernard, et dans 1 minute, les précisions de M. Soulas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là pour nous aider à travailler sur ce schéma d'achat responsable que porte la vice-présidente Emeline Baume. C'est important pour nous de profiter de votre expertise pour avoir un schéma efficace, progressif, qui corresponde aux besoins du territoire. Il y a énormément de sujets. Nous avons un rôle économique très important à la métropole de Lyon et nous avons un certain nombre d'actions, mais notre rôle économique le plus important, c'est notre politique d'achat, puisque nous achetons pour plus d'un demi-milliard d'euros par an de prestations et d'achats. Dans le domaine des travaux publics, du BTP, dans celui des déchets, du nettoiement, ou encore dans celui de l'alimentation. Et ce schéma, il doit reposer sur des critères environnementaux pour avoir un impact carbone plus bas, pour favoriser le réemploi, des critères sociaux pour favoriser l'insertion, faire diminuer le nombre d'allocataires au RSA, et puis bien sûr des critères de RSE pour favoriser les entreprises qui ont une politique d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap. Donc je compte sur vous pour que d'une politique d'achat sérieuse, nous ayons pour le territoire une politique d'achat stratégique. Merci pour votre travail. Le président de la métropole de Lyon, à travers cette vidéo, pose les enjeux du SPAR. Évidemment, M. Soulas, on a envie d'aller plus loin et que vous puissiez nous préciser quels sont ses objectifs et ses modalités pour la métropole de Lyon. Merci Madame Lapra. Peut-être avant de répondre à votre questionnement, je souhaite m'associer aux propos du président pour remercier vous toutes et vous tous qui êtes présents ce matin pour cette quatrième rencontre des achats responsables de la métropole de Lyon. Et je veux évidemment remercier tout particulièrement Monsieur Mirouz qui partagera sa propre expérience du sujet avec nous tout à l'heure. Pour en revenir aux objectifs stratégiques du schéma de promotion des achats responsables, je pense qu'on peut les synthétiser assez facilement en 2 points. Le premier, vous l'aurez compris, c'est faire de la commande publique du Grand Lyon un outil de promotion de nouveaux modèles économiques. On parle beaucoup, on évoque beaucoup les nouveaux modèles économiques d'économie circulaire. On a pu évoquer lors de la deuxième rencontre dédiée à l'alimentation
la problématique des circuits courts. On a donc un sujet de promotion de ces nouveaux modèles. Et puis le deuxième objectif très important, c'est de faire de la commande publique un levier d'accélération de la transformation écologique et sociale du territoire. La métropole donc s'engage sur une ambition forte de mobiliser en fait son volume d'achat à plus d'un demi-milliard d'euros par an pour accélérer et accompagner cette transformation avec un objectif clair d'augmenter l'impact de sa commande publique sur le territoire. Donc, on entend bien des objectifs forts, des ambitions fortes. Évidemment, les personnes qui nous écoutent, et en particulier les représentants des acteurs économiques, des entreprises, sont en train de se demander si cette ambition elle va pouvoir, d'une part, se traduire dans les faits et d'autre part, se traduire rapidement dans les faits. Alors, tentons de répondre déjà à la première question, comment traduire dans les faits? Donc, il faut assez classiquement passer d'objectifs stratégiques à des objectifs opérationnels, c'est-à-dire en fait élaborer une feuille de route et donc identifier les principales questions concrètes qui se posent dans la mise en œuvre du projet. Simplement pour illustrer et pour revenir à des sujets très terre à terre, je peux citer 4 problématiques principales que nous aurons à traiter dans le cadre du SPA. D'une part, organiser l'interlocution avec les acteurs économiques du territoire, mieux qu'on ne le fait à ce jour. Améliorer la prévisibilité de nos achats pour nous permettre, côté collectivité, d'anticiper la formulation du besoin et peut-être côté entreprise, avoir une meilleure préparation à ces consultations. Comment faire varier nos critères de choix pour prendre en compte les nouveaux objectifs fixés par notre exécutif pour la commande publique du Grand Lyon. Et enfin, comment écrire dans nos marchés des clauses adaptées à la poursuite de ces objectifs et en vérifier la bonne exécution au cours du temps. Donc, pour apporter toutes ces réponses opérationnelles, nous avons évidemment besoin de mobiliser l'intelligence collective du territoire et donc d'aller chercher l'ensemble des acteurs. C'est ce que nous faisons dans le cadre de ces rencontres. Donc la mobilisation des acteurs économiques, c'est une particularité du SPAR de la métropole de Lyon. Ça a été un parti pris dans le cadre du SPAR, puisque d'autres collectivités qui ont la même contrainte en fait, d'établir ce schéma de promotion des achats responsables n'ont pas fait ce choix. Donc c'était vraiment le choix de la métropole de mobiliser, d'écouter les acteurs économiques. Alors, il faut vraiment qu'on ait ce temps de co-construction, ou en tous les cas de consultation, de concertation avec les acteurs économiques du territoire, pour au moins deux raisons principales. La première, c'est qu'on a énormément à apprendre. On est dans un exercice de transformation et beaucoup d'acteurs du territoire ont un peu d'avance sur nous, ou beaucoup d'avance sur nous. Donc nous avons tout à apprendre sur l'expérience RSE des entreprises, sur la capacité de réponse, je dirais, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On en discutait ce matin avec Madame Petiot pour venir à ces rencontres. On a assez peu d'expérience sur l'économie circulaire au concret dans les projets de la métropole de Lyon à ce jour. Et puis le deuxième enjeu, me semble-t-il, de cette concertation, c'est que notre SPA réponde vraiment aux besoins du territoire, à ses innovations, à ses possibilités, et donc s'inscrive bien en résonance en fait des initiatives comme des besoins de ces acteurs économiques. Raison pour laquelle on peut imaginer que le programme d'action en cours d'élaboration s'articulera en deux volets. Un premier volet qui répond à certaines des problématiques évoquées tout à l'heure est tourné essentiellement vers la collectivité elle-même et ses services, une vraie transformation de la culture, on va dire, de la façon dont on organise l'achat au sein de la collectivité. Et puis le second volet qui est plus dynamique, qui s'appuiera en fait sur la programmation de nos achats au fil du temps, puisque à chaque fois que nous relançons un cadre d'achat, c'est l'occasion pour nous de réinterroger à la fois le besoin et sa formulation et la façon dont on l'adapte aux réalités du territoire. Donc vous parlez de plan d'action. Quand est-ce qu'on va voir le premier plan d'action SPAR de la métropole de Lyon? Quel est le calendrier? Alors, je le disais tout à l'heure, on a déjà commencé un peu la réflexion en interne. On a imaginé l'élaboration de ce plan d'action en 3 temps. Le premier temps, donc, essentiellement interne, a débuté en fin d'année dernière, début d'année,
avec l'adoption d'une première délibération stratégique et en fait un état des lieux du savoir-faire de nos services en matière d'achat responsable. Donc, cet état des lieux est achevé à la date où on se parle. On engage donc le deuxième temps qui est dédié à la concertation avec les acteurs économiques du territoire. Ces rencontres nous y préparent et en tous les cas en sont l'introduction. Elle va se dérouler jusqu'au milieu du troisième trimestre prochain. On clôturera cette deuxième phase sans doute à l'automne pour laisser un dernier temps en fait de nouveau interne à la collectivité d'arbitrage de façon à pouvoir arrêter le programme d'action glissant avec les deux volets que j'évoquais tout à l'heure. Donc dans cette perspective, on est bien dans le deuxième temps de construction du SPAR, le temps de la concertation et des contributions aussi riches que possible des acteurs du territoire. Et donc dans cette perspective, on vous invite à la fois par exemple à réagir sur le fil de discussion de la présente émission. Vous avez la capacité de nous envoyer des mails via l'adresse mail à disposition sur la plateforme d'inscription. Vous y trouverez aussi un questionnaire, je pense, sur le SPAR que vous pouvez remplir. Et puis, vous avez un dernier temps de l'émission qui vous sera consacré, plus particulièrement dédié. Et je laisse peut-être Madame Lapra nous apporter quelques précisions opérationnelles sur ces différentes modalités. Donc ces modalités, quelques détails. Donc le chat, bien entendu, vous avez compris que votre fil de conversation, il est sur votre écran à droite. Vous pouvez poster aussi bien des questions, des commentaires que des suggestions. Nous avons une équipe modération qui est constituée de techniciens de la métropole de Lyon. Donc autant que possible, ils répondent à vos questions en direct. Et sinon, eh bien, ils nous transmettent, vous voyez, via des applications bien pratiques, ils nous envoient vos principales questions que nous pourrons poser lors des 2 temps de questions-réponses de notre émission. Vous verrez également apparaître durant l'émission 2 ou 3 sondages rapides. Sans doute avez-vous déjà répondu au premier qui s'est affiché. Et puis pour celles et ceux qui n'auraient pas pu tout dire dans le fil de conversation, nous proposons un temps complémentaire de recueil de vos retours d'expérience et de vos suggestions. Ce sera en fin d'émission, donc de 12h à 12h30. Ce temps d'échange complémentaire, il est plutôt dédié aux acteurs économiques, puisque c'est bien votre expérience que nous souhaitons recueillir. Il sera animé par notre équipe Corpoe et bien entendu, vos échanges, nos échanges seront restitués à la métropole de Lyon. Donc, vous avez de multiples façons de contribuer. Et sur le site du SPAR, vous avez bien entendu l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer éventuellement des questions et vous pouvez aussi répondre au questionnaire en ligne qui est à votre disposition et qui vous prendra une dizaine de minutes. Donc, nous enchaînons maintenant encore avec vous, Monsieur Soulas, pour la séquence data et vous allez nous présenter les principales données des marchés concernant la filière d'activité déchets et nettoiement. Merci de faire défiler la première diapo. Celle-ci vous présente en fait les 4 grands champs d'achat des filières évoquées, donc déchets et nettoiement, 4 grands blocs un peu distincts. Donc le premier qui est vraiment dédié à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés. Le second grand bloc est lui plutôt dédié à la gestion, donc à la fois l'acquisition et la maintenance des contenants, que ce soit les corbeilles de propreté, les silos à verre, etc. Le troisième grand champ d'achat de la collectivité en la matière concerne le nettoiement du domaine public, évidemment les espaces, le mobilier urbain, les ouvrages d'infrastructure, les voiries. Et puis un dernier champ de dépenses publiques qui concerne en fait la transformation de l'espace public et donc ce qui les accompagne, la démolition, la dépollution et notamment les opérations un peu délicates de désamiantage. En termes de volume, cette commande publique, elle représente de 100 à 110 millions d'euros par an, dont le principal segment reste quand même la collecte et le traitement des déchets. Vous voyez là environ 71 millions d'euros sur ce premier segment. Le nettoiement pour quelques 20 millions d'euros. Les autres segments sont un peu plus faibles, démolition une douzaine et les contenants 3 millions. Évidemment, on a une petite commande publique résiduelle sur d'autres services associés. Pour ce qui est du programme d'achat, on voit en fait que la métropole renouvelle ses cadres d'achat de façon assez dynamique et nous aurons près de 75 marchés en cours dont les échéances sont prévues entre
cette année 2021 et l'exercice 2023. Et ces 75 marchés représentaient à eux seuls près de 42 millions d'euros de dépenses en 2019. Donc à la fois un nombre conséquent de contrats à repasser pour un volume financier tout à fait significatif. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, sans forcément y passer beaucoup de temps, cette diapositive illustre sur les 3 années la diversité d'achats que nous aurons à conduire. Et au-delà du renouvellement, c'est pour nous autant d'occasions en fait de re-questionner la façon dont nous exprimerons le besoin de la collectivité, puisqu'à chaque renouvellement de contrat, ça nous permet de réexaminer à la fois la teneur du contrat, son périmètre, l'expression du besoin et évidemment les critères de choix de la collectivité. Donc parmi ces marchés, pour entrer un tout petit peu dans les thématiques, donc en 2021, on retrouve du nettoiement des marchés alimentaires et forains par exemple, du nettoiement renforcé de sol, des achats de bennes. Sur 22, nous aurons notamment des gestions globales de nettoiement sur des territoires. Et puis sur l'exercice 23, pour prendre des choses un peu particulières au territoire, le nettoyage des cours et traboules de la ville centre. Évidemment, tous ces contrats sont d'ores et déjà le support de préoccupations d'achat durable. Donc juste pour reprendre les 2 volets principaux, à la fois sociaux et environnementaux de la filière. Sur le critère social, les cadres d'achat que je viens d'évoquer nous permettent de mobiliser de façon importante ces contrats pour faire des heures d'insertion. On l'a vu à la première émission, les heures d'insertion à la métropole de Lyon sont particulièrement importantes. Sur ce seul segment d'achat, on a presque 100 000 heures, donc presque la moitié, un peu moins de la moitié des heures d'insertion réalisées par l'ensemble de la métropole de Lyon. Et donc, c'est évidemment des marchés très importants pour nous en termes d'insertion sociale. Sur le critère environnemental, là, j'insisterai pas, Madame Petiot va sans doute être plus précise que moi sur le sujet, mais bien évidemment, on a sur ces filières-là à la fois l'enjeu de la création je dirais, de gaz à effet de serre, par exemple, sur la production du déchet, mais heureusement, son traitement nous permet d'avoir des émissions évitées grâce à la fois au recyclage d'un certain nombre de déchets, mais aussi, par exemple, de la production d'énergie que nous permettent nos usines d'incinération installées sur le territoire. Voilà pour quelques illustrations de la commande publique sur la filière actuellement au Grand Lyon. Merci, merci Monsieur Soulas. Donc on le voit, cette filière déchets nettoiement, elle représente presque 20% des dépenses de la commande publique annuelle. Donc c'est une filière extrêmement importante et on est donc impatient de connaître vos ambitions, Madame Isabelle Petiot, vice-présidente réduction et traitement des déchets et propreté, vos ambitions pour le SPAR, dans le cadre du SPAR, pour la filière déchets nettoiement. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci de vous intéresser à ces problématiques d'achat durable et responsable qui sont particulièrement importantes dans le domaine des déchets et du nettoiement. Donc, concernant ce domaine-là, nous avons 2 objectifs principaux. Le premier qui est de réduire de 25% l'ensemble des déchets produits sur le territoire à horizon environ 10 ans. Et un deuxième objectif tout aussi important qui est de réduire de 50% les déchets ménagers et assimilés que la métropole envoie en incinération, avec du coup en filigrane l'objectif de faire plus de valorisation matière et donc de passer de 30% à 60% de valorisation matière au global. Enfin, je rajouterai des objectifs un peu plus généraux qui sont ceux d'améliorer notre soutenabilité, d'alléger finalement notre bilan carbone, comme l'a précisé M. Soulas, d'améliorer aussi notre cadre de vie et notre service à l'habitant. Alors, de quelle manière? Avant tout, la réduction se fait par de la prévention, de la pédagogie, parce qu'on le sait, le meilleur des déchets est celui qui n'existe pas. Donc, on a pour ambition d'accompagner de fortes actions en la matière. Il s'agit aussi de proposer des solutions de qualité, en proximité, lisibles et visibles pour l'ensemble des gisements de déchets.
quel est le gisement prioritaire? Ce sera les déchets alimentaires, les biodéchets, pour différentes raisons. D'une part, ils représentent une part conséquente de nos poubelles grises. On estime à environ 30% leur place au sein de nos poubelles grises. Et puis d'autre part, nous avons une urgence à agir sur ces déchets-là, puisqu'ils sont majoritairement composés d'eau et qu'à l'heure actuelle, ils sont envoyés en incinération. Donc on a vraiment urgence à mettre un terme à cette aberration. Enfin, et peut-être un argument qui est un peu moins connu, c'est que ces déchets alimentaires vont pouvoir être valorisés en compost, c'est le choix qui a été fait. Et par ce compost, on permet d'enrichir les sols et on leur permet aussi une meilleure séquestration du carbone. Et donc, on a ici un levier fort en termes de lutte contre le réchauffement climatique, qui n'est pas forcément connu, mais qui est d'importance. Alors, quelles sont les solutions qui seront mises en œuvre par la métropole pour le tri de ces déchets alimentaires? Nous avons une solution qui est orientée vers le 100% compostage. L'idée, c'est vraiment de permettre à ces déchets un retour à la terre en proximité par du compostage avec deux dispositifs différents. Un premier dispositif qui est du compostage de proximité, qui soit individuel, on pense aux composteurs qu'on va pouvoir fournir dans les zones pavillonnaires, ou collectif. Collectif, c'est les pieds d'immeubles, les écoles, les quartiers. Le deuxième dispositif, vu qu'on est conscient que tout le monde ne pourra pas faire du compostage et n'a pas forcément un accès à de la pleine terre immédiat, on va proposer un déploiement de points d'apport volontaires, notamment pour les zones densément peuplées, les zones urbaines denses. Donc ces points d'apport volontaires, ce sera des silos où tout un chacun pourra venir apporter ses déchets alimentaires. Ces mêmes déchets seront ensuite collectés, donc on voit bien qu'il va falloir mettre en place un système de collecte adapté et transportés en plateforme de compostage. Et comme je le disais, l'idée, là encore, c'est d'en faire du compostage. Ce sera à plus grande échelle, mais le processus est le même. Donc, comme vous le voyez, avec ce compost-là, l'idée, c'était aussi, enfin, je l'ai dit, mais d'en permettre une valorisation en proximité et que ce compost puisse valoriser les terres du territoire. Donc, même bien en amont de, finalement, nos politiques d'achat, dans la définition de nos politiques, nous mettons en place des systèmes qui sont plus tournés vers la valorisation en proximité de manière locale. Et ensuite, les achats nous permettront d'aller de manière d'autant plus forte vers ces priorités-là. Comme je le disais, donc nous voulons déployer des solutions. Il faudra aussi déployer des solutions pour l'amélioration du tri. Donc c'est un enjeu important. Une enveloppe d'investissement de 38 millions d'euros a été votée à la PPI pour ce faire. Proposer des solutions, c'est plus de solutions pour jeter moins et pour mieux jeter, pour mieux trier. Donc plus de silos à verre, plus de bacs de tri, des bacs aussi plus adaptés, des solutions plus en proximité, notamment pour les déchets occasionnels, puisque pour l'instant on n'a pas d'entre-deux entre le bac de tri ou le bac de déchets et la déchetterie. L'idée, c'est peut-être de créer d'autres solutions intermédiaires plus en proximité, avec aussi cette idée avant tout d'éviter au maximum les déchets et donc d'apporter des solutions pour donner, réparer, réemployer plutôt que jeter, d'aller vers une économie circulaire de manière beaucoup plus forte. Donc on peut penser à des donneries, des recycleries, des matériothèques, des repair cafés, des lieux hybrides aussi qui combinent ces fonctionnalités qui sont de superficie plus ou moins importantes. Et nous devons donc proposer tous ces lieux intermédiaires beaucoup plus en proximité pour accueillir ces gisements et les valoriser au mieux. Un deuxième point qui me paraît important, c'est que nous devons, au travers de notre politique déchets, remettre en visibilité les déchets, leur valorisation, leur traitement. Les politiques publiques ont trop souvent voulu cacher cet aspect-là. On a voulu faire que des collectes silencieuses de nuit, que ça ne gêne personne. On veut enterrer les silos. Il faut finalement leur redonner leur visibilité, remontrer l'action de la collectivité en la matière, la revaloriser. Ça passe aussi par une valorisation du travail des agents sur le terrain, qui sont, c'est un travail c'est un travail difficile, hein, physiquement parlant, avec beaucoup d'accidentologie, enfin, voilà, des risques qui sont propres. Et donc, il est important de revaloriser, de remettre sur le devant de la scène tout ce travail qui est effectué. Et pour faire le lien avec notre commande publique, alors comment on se pose aussi la question avec cette visibilité finalement qui sert aussi à remettre en responsabilité l'usager, lui montrer que son acte individuel a un impact
collectif a un impact sur la gestion et la logistique induite dont s'occupe la collectivité. Et du coup, pour remettre en responsabilité l'usager, il convient aussi de penser notre commande publique à comment remettre en responsabilité l'opérateur par rapport à cet objectif de réduction des déchets. Si je paye mes prestataires à la tonne collectée, comment est-ce que je les embarque vers mon objectif de réduction des déchets? Donc c'est vraiment cette question à se poser dans le cadre de notre commande publique, comment les faire adhérer à notre objectif de réduction de déchets, comment co-construire finalement ces nouveaux partenariats, quelle création de valeur puis-je pousser par ces nouveaux marchés, quel lien aussi puis-je proposer avec l'habitant, comment connecter les opérateurs à l'habitant, à un quartier, à un territoire beaucoup plus circonscrit que ce qui n'est. Finalement, c'est beaucoup plus incarner cette politique qu'elle ne l'a été auparavant. La relocaliser, s'adapter au mieux aux différents territoires. Alors on peut penser, comme je le disais, à des responsabilités différentes, à des périmètres d'intervention, des allotissements qui pourraient être différents. Finalement, on le voit, on n'a pas forcément de réponse toute faite. Cette réflexion, nous devons la co-construire ensemble. Et un troisième point aussi qui me paraît important, donc j'ai exprimé le fait d'apporter des solutions, il y a aussi le fait d'être exemplaire. Qu'on apporte des solutions, c'est bien, mais on ne sera pas crédible si on exige des autres, des prestataires, des agents, des habitants, des partenaires, des communes, de mieux trier, de moins jeter, si nous-mêmes en interne, on n'est pas capable de le faire. Donc voilà, nous, métropole, nous devons être exemplaires dans notre politique déchets et nettoiement par rapport notamment à notre consommation en eau, le fait de la limiter pour nos opérations de nettoiement, par rapport à notre flotte aussi, utiliser des véhicules toujours plus propres, optimiser les transports, optimiser les rondes de collecte. Nous devons aussi y penser lorsque nous renouvelons nos équipements, les bacs, les corbeilles qui soient en matériaux recyclés, qui fassent intervenir des entreprises d'insertion. Nous devons développer le marché de l'occasion, la réparation. Je pense notamment à la remise en état. Là, on peut penser au rechappage des pneus. Il y a des pratiques qui ont vocation à se développer dans ce sens-là. Et puis, de manière générale, qu'on prenne vraiment en compte les performances environnementales de nos sites de valorisation et de traitement, mais aussi de nos partenaires. Voilà, donc vous le voyez, en fait, au travers de notre politique déchets et nettoiement, l'idée c'est vraiment d'impulser une dynamique du territoire au profit de la transition écologique, de la transition sociale, avec des retombées que l'on souhaite les plus fortes possibles au niveau local. Et donc on souhaite profiter de ce levier, de ces achats publics, pour voilà, permettre finalement de performer dans ce sens et d'organiser au mieux la coopération avec l'ensemble des acteurs du territoire à ces fins. Merci, merci Madame Petiot. Alors moi, je retiens de votre présentation diminution des déchetteries et valorisation. Deuxièmement, visibilité, responsabilité. Troisièmement, exemplarité. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les marchés qui ont été présentés par Monsieur Soulas tout à l'heure, les prochains marchés, ils vont être transformés, forcément. Ils ne peuvent pas être les mêmes avec ce que vous nous avez présenté. Et donc, ils vont appeler, évidemment, de la part des acteurs, des réponses différentes. Et on est bien dans l'objet du SPAR. Alors, plusieurs questions déjà pour vous. Peut-être qu'on peut commencer. Vous avez beaucoup parlé des biodéchets, des déchets alimentaires au début, hein. Une question là-dessus, création d'énergie avec les déchets alimentaires, déchets verts. Est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous réfléchissez aux transformations biogaz qui manquent à ce jour? Est-ce que c'est un sujet dans vos réflexions actuelles? Alors ça fait partie de la réflexion, hein, ma compétence concerne les déchets ménagers et assimilés. Donc moi, je me prononce vraiment sur ce gisement-là qui concerne les déchets des particuliers. Le choix a vraiment été fait de permettre un retour direct au sol, alors pour différentes raisons. D'une part, parce que les investissements ne sont pas les mêmes. Entre construire un méthaniseur et faire des plateformes de compostage, on n'est pas sur le même niveau d'investissement. Ce sont des plateformes beaucoup plus souples qu'on peut mettre en proximité aussi sur le territoire de manière beaucoup plus simple. En termes de bilan carbone global, le choix a été fait du coup de permettre une valorisation matière directement sans déperdition. Alors après,
même si les méthaniseurs permettent d'avoir du digestat, on n'est pas sur les mêmes qualités agronomiques et le retour du sol ne se fait pas exactement de la même manière. Donc là, l'idée, ça a vraiment été de travailler conjointement avec l'agriculture, de permettre un partenariat et cette boucle vertueuse, on rentre dans une économie circulaire, comme on l'a dit, d'enclencher cette dynamique-là et que ces déchets finalement qui sont de très bonne qualité, on n'est pas sur des déchets trop gras ou trop sucrés qui vont plutôt aller en méthanisation. Là, on est vraiment sur des déchets de bonne qualité qui ont pour le coup tout intérêt à être valorisés au mieux par du compostage et à servir directement les agriculteurs de notre territoire. Vous avez présenté votre politique pour les déchets. On a parlé un peu du nettoiement. On parle des achats responsables. Dans la filière déchets-nettoiement, qu'est-ce que vous apprécierez dans les réponses des acteurs économiques qui sera considérée comme une proposition responsable? Quels critères en fait, hein? Alors c'est peut-être Alors, soit à vous de répondre, soit peut-être à Monsieur Soulas. On verra. j'en ai un petit peu parlé, hein. Du coup, je pense que l'idée d'exemplarité, il faut que nous, dans la manière dont sont menés nos marchés, la métropole renvoie cette image d'exemplarité, donc sur à la fois l'utilisation des ressources, il faut qu'on soit le plus économe possible en ressources, qu'on améliore la soutenabilité de notre territoire de manière générale, donc que ce soit en eau, en énergie, et puis en produits divers et variés qui pourraient être utilisés pour qu'ils soient le plus respectueux possible de notre environnement. Ensuite, il y a le rapport à l'usager aussi que j'ai envie de remettre, comme je l'ai dit, que ces prestataires-là puissent aussi être en capacité de se remettre en lien avec un usager ou avec un territoire, parce que chaque territoire a souvent ses spécificités. Donc, voilà. Je vous laisserai peut-être Monsieur Soulas, je ne sais pas si vous avez Non, des... non, vous avez dit Peut-être, l'essentiel. voilà. Alors après, quelle place dans cette nouvelle formulation de vos besoins et dans cette appréciation que vous aurez demain des réponses qui seront apportées par les acteurs, quelle place vous comptez faire aux PME et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire? Quelle sera leur place? Alors on parle aussi, le thème d'aujourd'hui, ce sont les coopérations. Est-ce que vous voulez commencer ou Monsieur Soulas? Non, enfin, je peux commencer parce que la question Elle peut être aussi globale, elle peut être pour les voilà. déchets et elle peut être pour le On SPA. a un objectif politique sur lequel Mme Petiot pourra revenir, qui est forcément l'impact sur le territoire et donc forcément embarquer l'ensemble des acteurs qui sont pas forcément tous et toutes des très grosses entreprises. Donc la réponse est en partie technique. Elle a plusieurs aspects. Premier aspect, c'est pour mieux adresser donc, les petites entreprises ou l'économie sociale et solidaire. On a un vrai besoin de connaissance de l'offre. Donc, je disais tout à l'heure, une grande évolution, on va dire, côté métropole de Lyon, interne au service, c'est déjà ça. À l'heure actuelle, on a finalement une connaissance assez lointaine, sauf peut-être quelques spécialistes dans la maison, hein, mais au-delà de ces quelques spécialistes, la plupart de nos équipes n'ont qu'une connaissance lointaine de l'offre. Et je pense qu'on ne peut exprimer un besoin réellement adapté à une réponse locale et notamment des PME ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire que si quelque part on organise cette consultation dans cette perspective-là. Le premier sujet, c'est peut-être de façon générique l'allotissement. Le deuxième sujet est plus complexe puisque c'est vraiment la coopération. Et la coopération, elle relève plus je dirais, de problématiques inter-entreprises ou inter-acteurs économiques. Et donc, nous, il faut qu'on promeuve dans nos cahiers des charges un certain nombre d'aspects qui poussent, en fait, l'acteur global, l'acteur générique, à aller chercher une réponse locale parce qu'elle est adaptée justement à l'exigence de réponse qu'on saura placer dans le cahier des charges. Comme on peut évoquer, je donne un exemple qui n'est pas forcément dans la filière qu'on évoque aujourd'hui, mais c'est pas du tout la même chose de faire un acte d'achat de bac, pour reprendre la filière, et faire un acte d'achat de bac plus un support d'entretien ou de réparation ou que sais-je à faire sur le bac. On n'aura pas du tout le même type de réponse et on ne va pas du tout engager le même type d'acteur. Donc on voit qu'une part de la réponse à la question posée est dans l'expression du besoin, d'où la nécessaire prévisibilité de notre programme d'achat, parce qu'il va nous falloir du temps, d'une part pour mieux connaître l'offre du territoire et d'autre part du coup pour réfléchir à l'expression des besoins en interne.
Je vous propose de répondre, alors une réponse qui va être, on va voir peut-être rapide, de Madame Petiot. On parlait des biodéchets tout à l'heure et de la manière de les appréhender, de les traiter, de les valoriser. Eh ben, on nous demande qui va payer le surcoût du traitement des biodéchets, Le surcoût, au lieu de les emmener ah, à brûler ou à alors, enfouir. surcoût, alors je ne sais pas si on peut parler de surcoût, puisque finalement, pour l'instant, ils sont traités actuellement, ils sont collectés. Alors certes, c'est optimisé avec l'ensemble de la collecte des OMR. Mm. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les séparer, d'écarter ce gisement-là. Alors, on va avoir un investissement qui est nécessaire, hein. D'ailleurs, on a prévu sur cette ligne-là, que je ne dise pas de bêtises, 32 millions de lignes d'investissement, parce qu'on doit investir. Les composteurs, c'est de l'investissement. Donc l'idée, c'est d'apporter en masse une solution à l'ensemble des habitants, que ce soit des composteurs. Donc là, la métropole paye. D'ailleurs, on a déjà fait voter le fait de proposer des composteurs individuels au logement pavillonnaire. Donc là, c'est déjà enclenché. La métropole paye à 100%, ces composteurs sont gratuits. Ensuite, là-dessus, pour l'ensemble de la chaîne qui va être développée, oui, la métropole sera à la manette sur ce sujet-là. Il faut savoir que ces biodéchets seront ensuite valorisés en compost. Donc finalement, là aussi, c'est pas un surcoût, on va être gagnant aussi. Alors de quelle manière, c'est à réfléchir. Est-ce qu'il y a un modèle économique? Est-ce qu'on peut arriver du coup à faire des recettes avec ces nouvelles, cette valorisation? C'est encore à étudier. Mais voilà, je ne le verrai pas comme un surcoût brut comme ça. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, on a d'autres questions qu'on va garder pour le deuxième temps d'échange tout à l'heure, notamment autour justement de la manière dont on peut favoriser les échanges entre entreprises, les rencontres, etc. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, la place des critères à la fois environnementaux et sociaux, l'insertion, la place de l'insertion dans la filière déchets et nettoiement. Donc, on va y revenir. Elles sont pas du tout perdues, hein, vos questions. On va les garder pour tout à l'heure pour qu'on puisse maintenant accueillir notre témoin, donc Simon Mirouz, directeur adjoint du groupe Envie Rhône-Alpes. Simon, Monsieur Mirouz, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui, je suis avec vous. Merveilleux. Donc, vous êtes directeur adjoint du groupe Envie Rhône-Alpes en charge de la stratégie et du développement. Envie, je pense que tout le monde connaît, en tout cas tous ceux qui nous écoutent qui sont en lien avec la filière déchets nettoiement. Vous êtes un pionnier de l'économie circulaire, centré sur les métiers de la logistique urbaine, du traitement et recyclage et aussi du réemploi. Vous rassemblez en Rhône-Alpes différentes entreprises sociales et d'insertion qui emploient aujourd'hui environ 250 salariés, dont 145 équivalents temps plein en insertion pour un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros, donc une belle PME, on peut dire. Merci d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de cette rencontre achat responsable dédiée aux déchets et au nettoiement. On est très heureux de vous écouter. Alors, je m'adresse aux participants. Vous pouvez aussi poser des questions à Monsieur Mirouz, notre témoin, sur son témoignage et les actions qu'il va nous présenter maintenant. Donc, on a posé à chacun de nos témoins pendant nos rencontres 3 questions identiques. La première, elle est toute simple, c'est qu'est-ce que fait Envie aujourd'hui qui finalement rejoint les objectifs du SPAR, c'est-à-dire une économie plus durable, plus responsable, avec à la fois des efforts sur l'environnement et sur la justice sociale. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis de fait assez honoré de pouvoir témoigner puisque voilà, on considère simplement que Envie fait sa part comme un acteur du territoire. On a pris comme ligne stratégique depuis une petite dizaine d'années de participer à la transformation du territoire et à la transformation des individus puisque nous sommes une entreprise d'insertion par la co-construction effectivement de solutions d'économie circulaire à fort impact social. Donc en prenant un peu cette philosophie d'entreprendre, globalement ça nous amène aujourd'hui donc à traiter différentes activités. La première, beaucoup de choses ont été dites sur les objectifs du SPAR où on cerne que
il y a effectivement des objectifs politiques assez profonds, mais aussi très variés. Simplement, c'est de se dire, nous, l'objectif est la création d'un emploi local qui maximise la valorisation des ressources et des gisements de déchets. Donc la première chose qui nous a permis d'avoir une certaine j'ai envie de dire, crédibilité, assise et capacité de dialogue et de mise en coopération des acteurs, ça a été un marché qui n'est pas un marché réservé, qui n'est pas un marché public, c'est un marché qui est géré par les éco-organismes, donc c'est les fameuses fédérations qui mettent en place ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, donc le fait que les metteurs sur le marché de certains biens d'équipement soient responsables de la collecte et du traitement de ces déchets-là. Et Envie, oui, effectivement, historiquement, agit sur cette filière des déchets électroniques. Et donc Envie est titulaire à l'échelle du Grand Lyon de l'intégralité des marchés de collecte de ces D3E ménagers, où tous les jours ce sont nos collaborateurs, dont une grande partie sont en entreprise d'insertion, qui collectent ces marchés, ces D3E dans les déchetteries publiques, dans les plateformes logistiques de la grande distribution, etc. etc. Donc c'est un marché qui fait un peu plus de 2 millions d'euros. C'est des niveaux d'exigence industrielle qui sont somme toute assez importantes en termes de qualité de service, de sécurité, de qualité et de productivité. Et c'est cette position-là où on a commencé à apprendre à traiter d'une manière industrielle l'exigence et la trajectoire qui est en cours, que le monde du déchet, du nettoiement, invite à tricoter toujours plus finement. J'emploierai peut-être ce terme, cette image plus régulièrement, puisque aujourd'hui, on comprend bien que ce qui, il y a 40 ans, allait allègrement dans ce qu'on appelait un centre de stockage, aujourd'hui, on a une exigence environnementale extrêmement forte de donner des solutions très fines à chaque typologie de déchets. Et Madame Petiot l'exprimait bien sur le biodéchet, qui représente 30% de nos poubelles et qui est une forme d'hérésie, tellement il contient d'eau. Voilà. Deuxième expérience pour vous. Deuxième expérience. C'est ça, les donneries, en définitive, c'est une forme d'illustration, parce qu'on est un acteur affirmé de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. On a toujours entretenu des relations d'étroite proximité avec tout le tissu associatif et acteurs caritatifs du territoire. Et en effet, il y a 4-5 ans, la métropole de Lyon a décidé de déployer sous l'impulsion, à l'époque d'ailleurs d'Emeline Baum, un dispositif de donnerie, donc le fait de donner un apparat aux déchetteries publiques qui ne soit plus un lieu de déchets, mais aussi un lieu où on puisse donner des matériels en fin de vie. Et là, il s'agissait de faire quelque chose, somme toute, d'assez modeste, mais toujours plus complexe qu'il n'y paraît, puisque les exploitants des déchetteries, que sont le groupe Serfim, Suez Environnement, Veolia Environnement et d'autres, devaient se mettre en dialogue avec des acteurs de ressourcerie, de territoire, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, différentes régies de quartier et autres. Et pour ça, il fallait très simplement, modestement, faire dialoguer des acteurs qui avaient des exigences, des cahiers des charges et des pratiques très différentes pour optimiser et rendre tout cela possible. Donc ça a été un temps à investir, à faire dialoguer ces acteurs-là. Donc des acteurs différents. Donc là, on est en plein dans le thème de la coopération entre des acteurs qui peuvent avoir des contraintes et des obligations, des cadres de travail complètement différents. Voilà, et c'est là où il s'agit en effet, créer de l'agilité pour entre une intention politique en la matière, d'émergence d'un nouveau dispositif qui a aussi une vocation de sensibilisation forte, tout ça soit rendu possible. Et c'est la posture entrepreneuriale, entre guillemets, qu'adoptent beaucoup d'acteurs de l'ESS, qu'a adopté Envie, de dire entre la volonté de transformer des situations, et c'est propre à l'économie circulaire, d'ailleurs c'est ce qu'il y a de formidable, c'est que lorsqu'on essaye de créer des nouvelles boucles, on est obligé de réinterroger la chaîne de valeur et le positionnement de chacun des acteurs, et donc du coup de les repositionner chacun sur leur domaine d'expertise.
et de mettre l'expertise la plus pointue de chacun des acteurs au service d'une nouvelle boucle d'économie circulaire. Vous dites souvent que justement pour repositionner les acteurs et les faire dialoguer ensemble et travailler de manière très opérationnelle ensemble, vous dites souvent qu'il faut du temps pour s'autoriser du droit à l'audace et l'expérimentation. Une phrase Oui, qui est oui, bien. c'est du temps qu'il nous a fallu d'ailleurs sur le dernier exemple sur lequel on s'est entendu voilà, sur lequel témoigner. Envie a cofondé une société coopérative qui s'appelle Iloé, qui est une sorte de consortium public, privé et ESS. Donc on est 17 associés dans cette coopérative, dont le Grand Lyon est au capital. Et détient 48% des parts, aux côtés des bailleurs sociaux, aux côtés de plusieurs industriels du déchet et aux côtés de plusieurs acteurs de l'insertion par l'activité économique qui agissaient tantôt sur la collecte de différents déchets ou la gestion de différentes ressourceries. Et là de même, donc on a constitué cette coopérative avec une philosophie de pouvoir constituer un pôle métropolitain d'économie circulaire, un pôle de compétitivité, si on peut dire, ou un pôle de coopération justement, en se disant, il y a une première filière qui était problématique et qui avait été posée au cours d'un diagnostic commandité par l'ADEME, le Grand Lyon et la Fédération des bailleurs sociaux, qui était autour des déchets encombrants urbains et notamment issus du parc des bailleurs sociaux. Donc pendant 12 à 18 mois, on s'est donc réunis autour de la table dans une dynamique très fortement opérationnelle et entrepreneuriale en disant quelles solutions avons-nous d'optimisation, de gestion de ces encombrants qui, à date, avaient un traitement ou étaient adressés de manière extrêmement hétérogène, dont le résultat était à peu près le suivant, c'était 80% de ces gisements-là qui étaient enfouis parce que collectés de manière trop diffuse, parce que valorisés trop en mélange, etc. etc. Voilà. Donc aujourd'hui, cette expérience-là est, on va dire, assez plébiscitée et ce consortium-là d'acteurs est en train de s'intéresser à dire nous avons une problématique sur le réemploi des déchets du bâtiment. Voilà, qui est une grande manne de déchets à l'échelle nationale, et notamment des objets du second œuvre du bâtiment. Et la deuxième problématique que nous sommes en train d'adresser, c'est les enjeux logistiques des filières d'économie circulaire, puisque si globalement le déchet a de tout temps mal supporté d'être transporté, ça nous arrangeait beaucoup tout un temps de le transporter. Mais aujourd'hui, son coût supporte mal d'être éloigné, et a fortiori, si on veut séparer un maximum de matière, il faut le faire toujours toujours en plus grande proximité. Donc il y a un fort enjeu à relocaliser les plateformes de massification, de tri de différentes sources de déchets qui sont en réalité des gisements surtout de création d'emplois. C'est sur ça que je voudrais m'arrêter, puisque l'autre bilan d'Iloé, c'est aussi beaucoup de création d'emplois en insertion, entre autres, puisque l'économie circulaire apporte un enjeu intrinsèque de relocalisation industrielle très forte, puisqu'on retraite ce qu'on appelle une matière première secondaire, voilà, pour lui donner une seconde vie. C'est votre attente sur le SPAR, ça justement, une ambition sur les emplois inclusifs sur le territoire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a largement matière à adresser des grands projets qui portent plus d'emplois inclusifs. Il y a une diversité d'acteurs sur le territoire qui sont à des seuils de changement d'échelle à qui il faut faire confiance pour porter des processus plus ou moins complexes, mais surtout et avant tout dans des cultures d'alliance industrielle. Et c'est sur ça, c'est ce binôme-là, c'est-à-dire de dire si on veut se permettre d'être plus ambitieux, il faut se permettre aussi de se donner le temps de créer ces alliances industrielles. J'ai envie de dire, les premiers marchés que j'évoquais de collecte des D3E à l'échelle de l'ensemble de la métropole, on a travaillé de concert de longue date avec Suez, Environnement par exemple, voilà, avec qui on travaille main dans la main et qui est de temps à autre sous-traitants d'envie, parfois nous sommes co-traitants, parfois ils sont mandataires envie et sous-traitants.
Et on fait l'alliance d'une agilité et de capacité industrielle et capitalistique, voilà, pour le citer aussi. Donc de bons exemples de coopération. Nous avons Madame Petiot avec nous. Quelles suggestions ou questions peut-être vous auriez sur le SPAR à lui transmettre ce matin? Alors très, très humblement, puisqu'elle a une vision d'ensemble qui nous dépasse, qui me dépasse. Les suggestions, c'est réellement d'encourager ces coopérations, parce que le thème de cette conférence et le schéma directeur en matière d'achat responsable pose ce mot de coopération, mais il faut comprendre que moi je viens du domaine de l'économie générale. Le mot coopération est le strict opposé du mot compétition ou concurrence. Et il faut y croire à cette coopération. Et elle exige, comme je le disais tout à l'heure, du temps. Et donc ce temps-là, il est nécessaire. Et c'est de croire qu'il y a plus de compétitivité dans l'achat et dans l'impact pris d'une manière générale. La question sur le biodéchet tout à l'heure était très pertinente, de dire qui va payer. Mais comment comptons-nous en termes d'impact social, en termes d'impact environnemental de retour à la terre? Il y a plus de création d'emplois sur une plateforme de compostage, il y a plus de retour à la terre immédiat sur une plateforme de compostage, il y a peut-être un surcoût, mais quel est le bilan complet? Voilà. Donc comment comptons-nous tout ça? Et il faut effectivement du temps pour mettre ces bilans économiques et sociaux en place et ces coopérations opérationnelles et industrielles en place. Et après, plus pragmatiquement parlant, il y a à l'intérieur de tout ça des conditions d'achat aussi qui doivent changer. Je prendrai un exemple. Nous sommes spécialisés depuis 35 ans, par exemple, dans le reconditionnement d'appareils électroménagers. Aujourd'hui, les habitudes d'achat, lorsqu'une collectivité achète de l'électroménager, par exemple, c'est d'acheter sur catalogue un produit d'une marque, d'une référence, avec un prix qui est en face, et que l'économie circulaire exige aujourd'hui d'acheter de la fonctionnalité. Donc nous, je prenais cet exemple lorsqu'on a préparé cette interview, on a en quantité des bouilloires pour équiper toute salle de poste des collectivités, si vous voulez. Elles ont une fonction, c'est de faire bouillir l'eau. A priori, on n'est pas en mesure de garantir la marque. Mais par contre, elles sont garanties 2 ans. Merci, Monsieur Mirou. Je vous propose de rester avec nous. Donc, vous avez parfaitement traité ce thème de la coopération. Je rappelle juste votre dernier exemple de la coopérative que vous avez créée, enfin le consortium que vous avez créé avec d'autres acteurs du territoire. Il s'appelle ILOE, puisqu'on nous le demande là dans le chat. Madame Petiot, est-ce que vous avez envie de réagir ou de poser une question peut-être à notre témoin? Alors, je souscris totalement à ce qui a été dit, hein. Effectivement, il faut qu'on nous passions à une économie de la fonctionnalité. Ça engendre pas mal de changements, notamment en interne au niveau de la métropole. Et là-dessus, la collectivité, elle est en ordre de marche pour amorcer ce changement-là. Après, il faut aussi, je pense, laisser le temps aux choses de se faire, mais la dynamique, elle est là. Et on va répondre à ces attentes au mieux. Et en tout cas, voilà, comme vous le disiez, la coopération des acteurs est très importante. Donc là, on l'amorce. On sent qu'il y a du répondant du côté des acteurs. Sachez que la métropole reste à votre écoute et qu'on avancera ensemble sur ces questions-là. J'ai une question pour vous, Monsieur Mirou, si vous êtes toujours avec nous. Comment mesurez-vous les impacts réels de ce que vous mettez en place, en particulier pour les donneries? Quels sont vos indicateurs? Alors, on a les indicateurs de tout processus industriel qui répond d'ailleurs à des cahiers des charges et des appels d'offres qui ont été émis, hein. Donc, on a des taux de valorisation, des taux de réemploi, c'est-à-dire quel est le pourcentage de ces flux qui arrivent en donnerie, qui sont bel et bien réemployés. Nous avons des niveaux d'exigence qualité en matière d'optimisation des transports. Et on a un bilan social aussi du nombre d'emplois directs, notamment d'insertion créés, et nombre d'emplois indirects grâce justement à ces gisements apportés aux ressourceries, maintenus ou développés. Merci. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, alors peut-être que les participants avaient peut-être envie d'entendre un chiffre, par exemple sur le pourcentage de réemploi, sur certains produits, si vous êtes en capacité de le faire.
Alors non, malheureusement, j'ai pas pris d'anti-sèche avec moi. En tout cas, je sais que la majorité des flux qui sont collectés, et ça a été un travail justement de lourde coopération entre les agents d'exploitants de déchetterie et les ressourceries, justement pour pouvoir dire qu'est-ce qui est concrètement réemployable, parce que transporter ce qui est théoriquement réemployable pour qu'à la fin il se retrouve à nouveau à la benne, ça devient absurde. Donc c'est là où il fallait justement, entre autres, mettre beaucoup de dialogue. Merci beaucoup. Alors, on a eu quelques exemples là, avec le témoignage de Monsieur Mirouz, on a eu quelques exemples de coopération, des choses différentes hein, pour les donneries ou pour Iloé. On a une question dans le chat, donc qui est soit pour Monsieur Soula, soit pour Mme Petiot, vous allez décider entre vous. Quels espaces d'échange existent aujourd'hui ou pourraient exister demain pour faciliter la réponse au marché en créant des rencontres entre entreprises, acteurs de l'insertion et peut-être la collectivité? Je réponds de façon pragmatique peut-être au Oui, sujet. allons-y. Donc, on est plein dans le sujet du programme d'action à élaborer pour la fin de l'année. Ça pose la question en fait de l'interlocution au territoire de façon continue. Donc je rappelle juste en tous les cas dans la problématique telle qu'on peut le voir d'un point de vue technique, c'est nécessité d'une prévisibilité à la fois des initiatives du territoire et de la commande publique du Grand Lyon bien en amont pour répondre aux propos de M. Mirouz qui réévoquait la nécessité de se donner du temps pour élaborer une réponse à la fois agile et intelligente à l'expression du besoin. Donc être très en amont, mais en même temps bien séparer ce temps-là de la mise en concurrence, parce que, comment dire, l'achat durable ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que on ne renonce pas à la mise en concurrence, mais simplement c'est qu'on accompagne le territoire de façon à faire de l'offre du territoire une offre plus compétitive. Et juste peut-être pour revenir sur un sujet qui me brûle les lèvres, qui dépasse un peu la question, sur le sujet des coûts du développement durable. Enfin là, chacun sait que la question du coût, ça dépend du périmètre de valorisation de ce coût. Si aujourd'hui on recherche les réponses durables à la satisfaction des besoins, c'est bien parce que hier, ou en tout cas jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'externalités négatives ne sont pas valorisées. Et donc, ces externalités négatives, elles sont toujours payées par la collectivité. Et donc, avoir finalement une valorisation, une prise en compte de ces externalités négatives dans l'expression du besoin de façon à en éviter la propagation me semble quelque chose de particulièrement vertueux et sans doute beaucoup plus économique qu'il n'y paraît. Alors, j'ai une question, on a plusieurs questions qui portent autour des critères, donc soit pour Madame Petiot, soit pour vous, Monsieur Soulas. Alors, qui sont approchés de manière différente. Alors, sur les critères environnementaux, on nous dit plutôt, écoutez, il y a déjà, la réglementation est déjà très contraignante, pourquoi est-ce qu'il faudrait rajouter des clauses en plus? Donc ça, c'est pour l'environnement. Et de l'autre côté, l'insertion, on nous dit plutôt, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il serait intéressant de consacrer un pourcentage plus important sur le critère insertion dans l'analyse de l'offre et plus globalement, comment va perdurer ou comment va évoluer votre prise en compte de l'insertion ou du critère social plus globalement dans les prochains marchés? Donc, vous voyez, il y a vraiment deux approches très différentes, l'environnement et le social. En quelques phrases, parce qu'on est bientôt à la fin de notre émission. Pour répondre sur le fait d'aller au-delà de la réglementation, quel intérêt? L'intérêt, il est que le constat, il est là, c'est que nous sommes, enfin, il y a une urgence climatique, il y a une urgence à agir, il y a une urgence pour les acteurs à co-construire, à se mettre ensemble pour faire face à ce défi qui se présente à nous. Et du coup, là, c'est vraiment une question de volonté politique. On veut y aller, on veut aller au-delà de la réglementation parce qu'il y a une nécessité à le faire. Je pense que tout le monde s'accorde à le dire, tout le monde est d'accord, on a une attente sociétale sur le sujet et pourtant les choses ne sont pas encore là, ne sont pas encore mises au point. Je pense au tri des déchets alimentaires. Ça fait bien longtemps que ça aurait dû être mis en place de manière massive, que ça aurait dû être géré. La réglementation est là, mais force est de constater qu'elle ne fait pas ne fait pas bouger les choses assez vite et les acteurs assez vite en coopération. Donc à nous de le porter et nous avons fait le choix de porter cet aspect-là de manière très volontariste. Merci beaucoup. Je propose que ça soit votre mot de la fin. Alors, on avait encore une question sur le réemploi
recyclage. Alors peut-être qu'on y répondra en ligne tout à l'heure, ce qui nous permet de rester dans les temps de notre émission. Nous arrivons au terme donc de la première partie de notre quatrième rencontre des achats responsables de la métropole de Lyon. Merci aux intervenants d'aujourd'hui, Madame Isabelle Petiot, vice-présidente en charge de la réduction et du traitement des déchets et de la propreté, Monsieur Michel Soulas, directeur général adjoint à la métropole de Lyon, et notre témoin, Monsieur Simon Mirouz, directeur adjoint du groupe Envie Rhône-Alpes. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et à la production de cette émission, comme des précédentes. La régie ici qui nous entoure, l'équipe de modération qui est juste derrière nous, les équipes Grand Lyon qui sont très investies sur le SPAR au sein des différentes délégations, pilotage et ingénierie administrative et financière, développement durable, prospective et dialogue public et le service d'accompagnement à la transformation. Merci à vous tous de vos contributions depuis vos écrans. Vous pourrez retrouver le replay de la rencontre d'aujourd'hui sur le site du SPAR. Et vous pourrez évidemment revoir aussi le replay des 3 émissions précédentes, la généraliste, celle consacrée à l'alimentation et celle consacrée aux travaux. Nous vous invitons également à répondre au questionnaire en ligne qui est accessible sur le site du SPAR. Vos réponses sont précieuses, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur vous et justement ce qui est possible en matière de reformulation de besoins, en matière de sourcing. On a vraiment besoin de vos expériences, ça vous prendra 10 minutes de répondre. Et pour les acteurs économiques qui souhaitent poursuivre les échanges, nous lançons dans quelques instants un espace de discussion qui sera animé par notre équipe Corpoé. L'objectif est de partager vos retours d'expérience et vos suggestions sur le SPAR. Donc vos contributions seront évidemment communiquées à la métropole, à la fois aux services et aux élus. Donc cette deuxième partie, elle se passe en visio Zoom. Vous avez le lien dans votre menu en haut à gauche. Donc, et on l'a remis, je crois, dans le fil de conversation. Donc, à toutes et tous, nous souhaitons une très belle journée. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles rencontres sur les achats responsables toujours. Très bel été à toutes et tous et que ce soit un été joyeusement responsable. Donc, et pour ceux qui restent, rendez-vous à 12h05 sur le lien Zoom qui s'est affiché. Ma collègue Charlotte Madère vous accueillera. Donc merci à tous et à très bientôt.